6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Retour à Cannes, et pas pour un film récent, mais pour un monument du cinéma qui revient restaurer le Napoléon d'Abel Gans, enfin reconstitué. 15 années de travail pour retrouver pellicule par pellicule les morceaux d'un film dans une version que personne n'avait vue depuis 1927. Il s'agit de la grande version du Napoléon d'Abel Gans, monument donc du cinéma muet. Il était diffusé cette semaine à Cannes et sera projeté en juillet avec une bande son originale. Elle est jouée par les formations musicales de Radio France. Alors, pour nous en parler, nous sommes en duplex depuis Cannes avec Simon Cloquet-La Folie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes compositeur, directeur musical du film. On va parler de cette bande-son qui fait partie du monument, qui est un monument en soi. Et puis, ici, dans ce studio à Paris, Georges Mourier, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, chercheur, vous êtes spécialiste d'Abel Gans et vous avez ici la lourde tâche de nous présenter donc ce monument du cinéma qu'on va enfin pouvoir voir, parce que pour beaucoup d'entre nous, eh bien, on n'avait pas eu l'occasion de le faire auparavant, Georges Mourier. Oui, en effet, nous assistons heureusement à une très grande renaissance, puisque c'est un film, comme a dit Costa Gavras lors de la présentation en avant-première mondiale en ouverture du festival Cannes Classique, c'est un film martyr. C'est-à-dire qu'il y a une grande version, il y a une version courte, mais aussi en même temps, comme ce sont les dernières années du muet, il a subi tous les outrages de distributeurs et de Gans lui-même, qui a souvent remonté son film, car rappelons-le, le film de 7 heures qui est Napoléon, certes, mais Napoléon vu par Abel Gans, c'est le titre en entier, n'est que le seul film des 6 films qu'il voulait consacrer à l'épopée napoléonienne. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme l'architecte Gaudi qui avait réalisé la Sagrada Familia à Barcelone. Il a eu juste le temps de construire la porte d'entrée et 1 ou 2 tours. Qu'est-ce qu'il raconte ce film ? D'abord, c'est la vision d'un poète. Je reprends le terme même de Gans. C'est la vision d'un poète, ce n'est pas un biopic. C'est pas une biographie, c'est pas une référence historique, c'est vraiment une vue poétique de l'homme. Gans avait repris la fameuse phrase de Sainte-Beuve disant que j'ai voulu, par l'inexactitude du détail, retrouver la vérité de l'ensemble. Oh. C'est très beau et c'est surtout très juste. Quand on voit le film, il y a en effet des tas de choses qui sont avec des références historiques très fortes, très précises, et d'autres qui font partie de l'univers créatif de Gans. Mais à l'instar, si vous préférez, d'un autre très grand film qui est Amadeus de Milos Forman, on peut critiquer le film de Forman en disant il ne s'est pas passé ceci, dans la vie de Mozart, il ne s'est pas passé là. Mais en fin de compte, en valeur absolue, on a une sensation de ce que fut le génie. Eh bien, le Napoléon d'Abel Gans, c'est un petit peu pareil. On a l'énergie que donne surtout toute cette époque incroyable. Alors, Mozart, ça me fournit une transition pour évoquer avec Simon Cloquet-La Folie la musique de ce Napoléon de Gans. Oui, la musique, c'était un des gros défis de ce projet, c'était qu'on avait un projet où il n'y avait pas de musique. On avait juste quelques éléments que Arthur Honegger avait composé pour Gans. Arthur Honegger et Gans ne se sont pas entendus sur ce film. Ils sont restés amis, bien sûr, mais ils ne sont pas entendus professionnellement sur ce film. Et donc, on n'a aucune idée vraiment de ce qui était joué pendant les représentations à l'Apollo ou à Garnier. Donc, on avait l'immense chance, d'une certaine façon, d'avoir le champ libre complètement. La Cinémathèque m'a donné carte blanche. Donc, j'ai fait exactement selon mon instinct, selon ce que je pensais être la meilleure chose à faire pour le film. Alors, ce que vous pensiez notamment, Simon, c'est par exemple de donner à entendre la Marseillaise de Berlioz. On va en entendre un extrait. Pourquoi ce choix, Simon Cloquet-La Folie ?
Le choix de la Marseillaise est imposé par le film puisqu'on les voit chanter la Marseillaise et donc là la seule chose. Pourquoi cette version avec Roberto Alagna? Ah non, la version avec Roberto Alagna était dans ma démo, donc je ne sais pas ce que vous avez joué là, mais est-ce que vous avez... Nous, on n'a pas enregistré avec Roberto Alagna, on a enregistré avec Laurent Bernheim. Moi, j'ai fait la version avec Roberto Alagna que l'on a diffusée. Voilà, c'était la version de la démo, c'est-à-dire que moi, avant de passer en production, voilà, il faut commencer par le commencement. Il y avait 2 grandes étapes dans mon cahier des charges. C'était l'étape créative, c'est-à-dire l'étape où j'étais seul avec moi-même pendant 2 ans à créer la partition dans mon studio. La Cinémathèque, que ce soit Joël Der ou Frédéric Bonneau, venait valider des démos que je créais à partir d'enregistrements. Typiquement, par exemple, ici à l'ANIA. Et donc, une fois que c'était validé, je passais à la suite. Et après, après ces 2 ans, il y a eu la phase de production. Et c'est ça que les gens n'appréhendent pas tellement, mais la phase de production est une phase extrêmement complexe. Et là, je dois d'ailleurs tirer un grand coup de chapeau à Radio France, parce que ce projet n'aurait pas pu être fait sans Radio France. D'ailleurs, je crois qu'on est dans la maison aujourd'hui, puisque nous sommes sur France Culture. C'est vraiment une institution qui était pour nous incontournable d'une certaine façon et d'avoir les 2 orchestres, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'Orchestre National de Radio France, tout le staff technique est extraordinaire. J'ai été aidé pendant ce projet, parce que ça a duré 2 ans quand même, la post-production, après la création. Donc il y avait Paul Malinowski, le formidable Paul Malinowski, directeur artistique à Radio France, nous ont donné un coup de main énorme. C'est un vrai vaisseau à conduire pendant 2 ans, organiser 50 séances d'enregistrement. Ça doit être quelque chose là aussi de monumental. Georges Mourier, oui. Pourquoi ce choix? Puisque là aussi, on me dit que vous avez fait votre maquette sur cette Marseillaise. Parce qu'il se trouve que la voix de Gans, moi je suis réalisateur et chercheur, donc j'ai été en quelque sorte pris dans la rafle dès 2007 par la Cinémathèque française pour à l'origine faire ce qui devait simplement être une expertise. Mais j'avais connu dans mes études Marie-M Stein et Jean Dréville qui eux avaient assisté à la première du Napoléon à l'Opéra de Paris en avril 1927. Et ils m'avaient assuré que on pouvait, pendant la séquence de la Marseillaise, on pouvait se lever et chanter la Marseillaise en synchrone avec le film, qui, je le rappelle, restait muet de toute manière. Mais est-ce que ça, c'était pas une manière aussi de voir les films, de vivre les spectacles à l'époque? Alors, je dois vous dire que la séquence de la Marseillaise, à ma connaissance, reste quand même unique dans l'histoire du cinéma, puisque c'est quand même une performance incroyable, c'est-à-dire qu'avec un film muet, Gans, lors d'une séquence, va permettre de vous mettre en image et à travers un chant qui n'est pas chanté dans le film, il vous montre combien des gens agglutinés au club des Cordeliers vont finalement se cristalliser en un peuple à travers un chant. Donc moi je pensais que c'était une légende, avec tout le respect que j'avais pour Jean Dréville et Marie-M Stein. Mais quand nous avons appliqué notre méthode de reconstruction sur ces 14 années, à un moment on s'est aperçu qu'en remettant les plans dans le bon sens, en utilisant les bonnes sources, eh bien nous pouvions suivre les labiales et donc chanter en synchrone. La légende était donc vraie. Incroyable. Mais alors, Georges Mourier, au-delà de ça, il faut que vous nous expliquiez pourquoi ce film est considéré comme étant l'un des films princeps du cinéma. Qu'est-ce qu'il donne ensuite à voir dans les autres films postérieurs? Qu'est-ce qu'il a créé, ce film, pour les autres cinéastes? Écoutez, Philippe Hénault, qui était le secrétaire d'Abel Gans, m'avait dit, de toute manière, le Napoléon, c'est un baobab dans un jardin à la française. Donc le film est absolument inclassable, il est hors norme, et même au-delà de sa production, au-delà même de la mort d'Abel Gans, vous voyez même que la restauration elle-même dépasse toutes les limites. Le film à la fois est en avance de 20 voire 30 ans sur le langage cinématographique, mais aussi c'est l'historien du cinéma Georges Sadoul qui l'a écrit lui-même. Il y a certaines scènes dont Simon d'ailleurs, je pense, ne me contredira pas, la scène de la double tempête,
tempête, il a dit que certaines scènes du Napoléon ouvraient au langage cinématographique des voies, des routes qui ne sont pas encore toutes explorées, et c'est encore le cas aujourd'hui. Que voit-on sur cette scène de la double tempête? Un montage alterné absolument fabuleux avec des surimpressions puisque simultanément dans une barque Bonaparte est en train de rejoindre la Corse, il rejoint la France, il affronte une terrible tempête géographique, nous dirons météorologique, mais cette même nuit-là, à la Convention, c'est la chute des Girondins. Et toute la scène s'inspire d'un vers de Victor Hugo de 93 qui disait « Être membre de la Convention, c'est être une vague dans l'océan ». Et c'est 2 phrases de scénario, mais ça donne une des scènes les plus extraordinaires de l'histoire du cinéma. Bon, avoir Hugo comme scénariste aussi, c'est une chose. Simon Cloquet-La Folie, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et la musique aide à ressentir cette analogie entre Napoléon seul sur son esquif au milieu de la tempête et la tempête de la Convention. Alors je peux rentrer dans les détails, mais mon travail a consisté à faire, à partir de plusieurs œuvres symphoniques, les mettre dans un shaker, agiter le shaker très fort et verser dans un verre et voir ce qui se passait et se retrouver avec une œuvre nouvelle d'une certaine façon basée sur un répertoire déjà existant. C'est vrai que pour un compositeur c'était une drôle de demande de lui dire on veut faire une musique originale pour ce film mythique. Mais en même temps, on veut que vous utilisiez des œuvres préexistantes. Alors, au début, on est un peu interloqué quand on entend ça. Et puis, j'ai relevé le défi. On a fait une démo en 2020 pendant le confinement. J'ai relevé le défi et j'ai trouvé ça, en fait, une idée absolument magnifique. Parce que si vous voulez, moi, j'ai voulu écrire par cette méthode, parce que c'est quand même un processus d'écriture. C'est-à-dire que je prends pas une œuvre, je la joue, et puis ensuite une autre, je la joue. Non, je prends des œuvres, je les mélange, je les retravaille, je les malaxe, je crée des transitions, je supprime certaines parties, et à partir de 4 ou 5 œuvres, je fais une œuvre nouvelle qui est absolument à l'image synchronisée au film. Et donc c'était ça mon travail. Création. C'est une création. Vas-y, si vous voulez, j'ai approché cette partition d'un point de vue d'auteur. Voilà, je pense que c'est ça qui crée un peu le miracle de cette symbiose entre le son et l'image en ce qui concerne Napoléon. Georges Mourier. Je crois que Simon, dans sa modestie, oublie une chose, ou tout au moins ne veut pas le mentionner, c'est que déjà Gans disait que le cinéma, c'est la musique de la lumière. Donc il a fallu, moi de mon côté, au niveau des images, que je replace les images comme des notes sur une portée pour refaire la partition originale. Et j'étais assisté par mon assistante monteuse Laure Marchot, qui pendant 14 ans, qui a été extraordinaire. Mais le travail de Simon, outre ce qu'il vient d'en dire, ça a été justement de ne pas être un pléonasme à la musicalité de l'image et de faire, au milieu de son immense culture musicale, de faire quelque chose qui non pas s'additionne, mais se multiplie à l'image de Gans. Et alors vous, la difficulté à laquelle vous avez été confronté, Georges Mourier, parce qu'il faut imaginer, donc c'est un film de plus de 7 heures, et on découvre des morceaux épars, dans un ordre, c'est une sorte de puzzle gigantesque. Oui. Oui, en effet. À l'origine, je vous dirais que comme le film avait déjà été en argentique restauré 5 fois par le passé, quand on m'a appelé en 2007, au début, c'était simplement pour faire une expertise. J'avais à dire quelle était laquelle des 22 versions du film qui existaient, quelle était la version de référence qu'il fallait envoyer s'il y avait une demande de projection. Et puis on s'est aperçu que c'était beaucoup plus complexe que ça, et que en fait, les restaurations précédentes, ça, je m'en suis aperçu en août 2010, que les restaurations précédentes avaient, en toute bonne foi et avec leurs moyens, mes illustres prédécesseurs, de Henri Langlois à Kevin Bonello en passant par Bambi Ballard, eh bien, en toute bonne foi, ils avaient mélangé 2 négatifs originels, c'est-à-dire 2 versions du film différentes. Donc, si vous préférez, si nous reprenons la métaphore de la musique de la lumière, c'est comme si j'avais une valse de Chopin, l'une enregistrée par Rubinstein, l'autre enregistrée
illustré par Michelangeli, et les restaurations avaient tout mélangé. Ça, au niveau de l'image, ça ne sonnait plus comme ça l'était. Et à partir du moment où on a été en mesure d'identifier quel plan venait de quel négatif, on a pu, comme je vous disais sur une partition, remettre les véritables notes. Je dois vous dire une chose, c'est que pour ce qui est de la Marseillaise, on nous a cru fous, parce que le jour où avec ma monteuse nous avons découvert en voyant sur la table de montage que les labiales se suivaient, nous avons été obligés de chanter la Marseillaise dans notre salle de montage. Et comme nous y avons passé toute la journée, les gens autour de nous, dans le fort de Saint-Cyr, nous ont entendu presque 12 fois changer la Marseillaise. Ils ont cru qu'on avait craqué. Mais enfin, je pense qu'on est toujours sain d'esprit. Bon, on a donc un film qui livre un portrait. Alors, c'est le portrait d'un grand cinéaste, c'est le portrait d'un poète, disiez-vous, Oui. Georges Mourier. Quel est son Napoléon à lui? Ah! Alors je reviens sur la chose, c'est que le Napoléon de cette heure, la grande version, n'est que le premier des 6 films. Gans n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait hâtivement penser, n'est pas un inconditionnel absolu de Napoléon. Il s'est lancé sur ce personnage parce que ce qui l'a fasciné, c'est vrai, c'est que c'est un personnage qui fait bouger l'histoire et qui ébranle le monde. Paradoxalement, c'est dans cette phase de ce film-là, il veut absolument présenter, d'ailleurs c'est beaucoup plus Bonaparte que Napoléon, puisque je rappelle que le film s'arrête au départ de l'armée d'Italie, vous n'avez même pas le 18 Brumaire, ni le pont d'Arcole. Pour Gans, Napoléon Bonaparte était avant tout l'héritier de la Révolution. Et quand on regarde les notes et les scénarios qu'il a écrits, qu'il n'a pas pu réaliser, puisque les 5 autres films, il n'a pas pu les faire, il est vrai que Gans lui-même considérait qu'à partir d'un certain moment, pour reprendre l'expression, la danse était devenue vertige et qu'il y avait une trahison de la part de Napoléon, non pas de Bonaparte, des acquis de la Révolution qu'il plaçait grosso modo aux alentours de soit la guerre d'Espagne, soit la campagne de Russie. Et donc là aussi, on voit qu'on a affaire à une forme très idiosyncrasique pour Napoléon, qui renvoie finalement à l'ensemble de la filmographie de Gans, par exemple à son Austerlitz. Alors l'Austerlitz, tourné en 59, peut être considéré, mais avec les moyens de l'époque, sur 59, peut être considéré comme le 3e ou le 4e volet de cette fresque. Mais il n'a pas eu du tout les mêmes moyens techniques et les mêmes mains libres artistiquement parlant pour pouvoir, je vais pas dire délirer, mais créer son génie musical en 59. Mais Austerlitz, rien que pour la seconde partie du film, toute la reconstitution de la bataille Dites-nous quelle est la première et la deuxième partie, Georges Mourier. La première et la deuxième partie. La première partie d'Austerlitz, nous parlons d'Austerlitz, de 59. Okay, la première partie, ce sont tous les éléments géopolitiques qui ont amené à briser la paix d'Amiens et qui va finalement amener d'une part Napoléon à décider de se faire sacrer empereur et ensuite la grande bataille d'Austerlitz. Et Gans avait entièrement reconstitué la bataille d'Austerlitz en studio à Machinograd, en Yougoslavie. C'était absolument épique, mais c'était surtout le grand Henri Alcan, le chef opérateur de La Belle et la Bête de Jean Cocteau, qui était aux commandes de la direction de la photographie, avec une distribution internationale extraordinaire. Alors, Simon Cloquet-Lafolie, ce Napoléon d'Abel Gans, dans la version donc, qui existe aujourd'hui, c'est aussi une fierté pour Radio France et ses orchestres. Et là aussi, il y a eu un travail particulier, comme on peut l'imaginer. Oui, je pense que ce projet n'aurait pas pu aboutir sans Radio France. Je pense qu'on a en France une institution qui s'appelle Radio France, qui, à mon avis, est assez unique au monde, avec ses 2 orchestres de niveau international que sont l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'Orchestre National de France. Le chœur de Radio France, l'équipe technique, les directeurs artistiques. Je vous citais Paul Malinowski tout à l'heure, qui a été mon binôme pendant les 2 ans de la production et qui m'a donné un fantastique coup de main sur la direction musicale de ce projet. Et bien sûr la direction musicale de la musique, Michel Aurier, qui s'est battu corps et âme pour que les choses
les choses soient toujours possibles. Et donc, parce que c'est une complication énorme d'organiser 50 séances d'enregistrement avec des orchestres de ce niveau-là qui sont beaucoup bookés ailleurs. Il faut trouver les dates, et puis ils arrivent, ils jouent de la musique qu'ils ont jamais jouée, très souvent, parce que une des grandes contraintes que je me suis imposée, parce qu'il faut toujours s'imposer des contraintes, comme disait Stravinsky, une des grandes contraintes que je me suis imposée, c'est de ne pas faire une suite de rengaines, une suite de morceaux connus, de morceaux choisis. Il faut que l'auditeur, le spectateur, soit immergé et pour que ce phénomène d'immersion marche, il faut qu'il entende de la musique qu'il ne connaît pas. Et oui, ce qui fait une contrainte supplémentaire, comme si vous n'en aviez pas eu assez auparavant, Simon Cloquet, La Folie. Un mot de conclusion, Georges. Un mot de conclusion, c'est qu'il va y avoir bien entendu les personnes extrêmement chanceuses qui vont assister aux 2 ciné-concerts, le 4 et le 5 juillet à la scène musicale, mais il faut aussi consoler tous ceux qui n'auront pas pu avoir de place en rappelant que la Cinémathèque française, tous les week-ends de juillet, va présenter la version musiquée, la première et la deuxième partie, puisqu'à Cannes, il y avait que la première partie, et d'après ce que j'ai pu savoir, j'aurai le plaisir de présenter la séance du 14 juillet. Vous avez dit tout ce que je devais dire, donc je vous en remercie pour ça et pour le reste. Merci à également, Georges Bourrier. Je rappelle que vous êtes réalisateur et chercheur. Et Simon Cloquet, La Folie, et qui était en duplex de Cannes, compositeur et directeur donc de ce merveilleux Napoléon d'Abel Gance.